Bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la série Game 2021, une série d'émissions consacrée à l'univers des jeux vidéo. Ce soir, c'est la suite du 5e épisode de la semaine dernière. Donc, nous allons continuer ce soir à nous aventurer hors des sentiers battus des grosses productions au programme politique, sociétal, sujet tabou. Le jeu vidéo n'a plus de limites. Sans plus attendre, j'accueille notre spécialiste en la matière, Nicolas Augusto, dans un nouveau décor. Un nouveau décor, en fait, qui colle à l'image en fait, de Manhunt. La miniature, c'était Manhunt 2. Donc, c'est le jeu que tu m'as conseillé, en fait, de prendre pour cette vignette. Je ne sais pas si on commencera par ce jeu. En tout cas, magnifique décor. En tout cas, ça change par rapport à la semaine dernière. On va pas être en raccord, là, dans les émissions. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas si je ferais. Ah, non, au contraire, c'est moi qui t'avais demandé. Je trouvais que la semaine dernière, voilà, tu te fondais très bien dans ce décor, mais c'était le plateau que tu as fait avec, tu as préparé pour ta nouvelle chaîne YouTube où tu interviens avec ta compagne Mariana. Et je te trouvais un petit peu seul au milieu de ce décor, un peu éloigné du micro. On s'est dit. Donc du coup, je me suis puni et j'étais mettre dans une cave. Tiens, en cellule. Alors, hier, la semaine dernière, tu nous as régalé avec ces petites productions qui sortent des sentiers battus, avec des jeux vidéo de toute beauté. J'ai retenu notamment Last Day in June, avec la ambiancée par notre ami Steven Wilson. Donc, je te laisse la parole. C'est parti. Eh ben, écoute, merci merci qu'on puisse continuer cette aventure pour ce deuxième épisode numéro 5, ce 5 bis. Et alors j'espère déjà que certains de la communauté ont été jeter un petit coup d'œil à quoi ressemblaient les jeux et pourquoi pas même les avoir essayés. Et on va continuer dans le lourd. Alors on va commencer par Manhunt 2, tu vois. C'est la miniature que tu as choisie. Alors c'est un petit peu un cas particulier Manhunt, parce que c'est pas vraiment un jeu indépendant. C'est un jeu qui appartient à un très très gros éditeur qui s'appelle Rockstar. Et qui sont connus pour les GTA notamment. Et Rockstar a ce désir régulièrement, à travers ses productions, d'aborder des sujets de société. C'est vrai que GTA, par exemple, Grand Theft Auto, aborde souvent des questions sociétales, une critique de l'Amérique, une critique un petit peu de la bien-pensance. C'est pas un jeu lisse du tout, GTA. Alors, son succès commercial, bien évidemment, plus à débattre. Il fait partie du top 3 des jeux les plus vendus toutes les années. Le fait que ce jeu soit aussi violent a bien évidemment fait la une des journaux et des télévisions, parce que c'est toujours facile de taper sur le jeu vidéo, comme s'il n'y avait pas de violence en dehors du cercle du jeu vidéo. Mais la vraie force de Rockstar, ce sont ces deux créateurs, ce sont les frères Hauser, qui ont, à l'image un petit peu des créateurs de South Park, vraiment tendance à se moquer, à critiquer, à caricaturer l'Amérique dans ce qu'elle représente. Et franchement, globalement, ils épargnent absolument personne. Tous les présidents y ont eu droit, toutes les émissions de talk-show y ont eu droit, tous les phénomènes de société y ont eu droit, tout le monde prend pour son grade, et GTA transpire un peu ça. Et à côté de GTA, il y a bien évidemment d'autres productions, on va pas rentrer dans les autres, mais on va parler essentiellement de Manhunt. Manhunt, il y a eu 2 épisodes, très controversés, parce que, comme le nom l'indique, c'est une chasse à l'homme. Le premier était dans un cadre que je vais pas trop m'attarder parce que je n'ai pas fait le premier, mais qui était toujours dans quelque chose de violent. Le deuxième, pour le coup, aborde des sujets assez sensibles, notamment, je dirais, la bipolarité, la schizophrénie. Il y a une certaine aussi tendance à aborder à travers ce personnage que l'on joue dans Manhunt un délire un peu sadomasochiste. Globalement, le personnage de Manhunt 2 est un tueur en série. Et tout au long de l'aventure, on joue entre ces deux personnalités. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très abordé, c'est sans tabou, c'est sans filtre, c'est un petit peu, tu lis un livre noir ou un livre d'enquête sur un tueur en série. Alors, par exemple, le vampire de Düsseldorf, par exemple, qui est un tueur en série connu, ou Jeffrey Dahmer, tueur en série américain, ou l'ogre des Ardennes, tueur français Michel Fourniret.
et on se retrouve en fait au cœur de l'esprit tordu de ce bonhomme, sans tabou, c'est pas édulcoré, c'est absolument gratuit, c'est absolument violent, mais ça fait réfléchir. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, ce qui est toujours particulier, c'est que la presse, quand elle a le jeu, les critiques, c'est que le jeu est violent gratuitement. C'est vraiment le premier calque de la première couche, pardon. Tu vois, je traduis en anglais, en français, c'est moche. La première couche de la façon dont tu appréhendes le jeu, mais quand tu creuses un petit peu sur la personnalité, sur ce qui est raconté, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il n'a pas été censuré, ce jeu, à sa sortie? Bien sûr. Hein. Bien sûr. Beaucoup de pays ont refusé de l'avoir dans leur commerce. Notamment, on parle de l'Allemagne. L'Allemagne est le plus gros censeur de jeux vidéo. Hein. C'est assez historique. Hein. Je pense que c'est lié à leur histoire, au nazisme, hein, ni plus ni moins. Les Allemands sont toujours dans une certaine forme de rédemption de toute forme de violence. À tort ou à raison, peu importe, hein, mais ils portent la culpabilité de ce qui s'est passé. Et donc, du coup, dès qu'il y a une certaine forme de violence, les Allemands sont assez réticents. Je me souviens des licences comme Mortal Kombat, Turok, ou Carmageddon, ou même GTA, et bien évidemment Manhunt. L'Australie aussi. C'est peut-être le côté réaliste, peut-être de Manhunt, non? Ouais, le côté réaliste de Manhunt n'arrange pas forcément les choses, ça c'est clair. Et il y a aussi quelque chose de tout particulier à Manhunt qui m'avait motivé à le faire, parce que c'est pas spécialement un jeu sur lequel je me serais penché, mais il m'avait motivé à le faire parce que c'était au tout début, il est sorti sur PlayStation 2 et Nintendo Wii. Et ce qui m'avait intéressé, c'était surtout la façon dont allaient être impliqués les gestuels de la Nintendo Wii dans Manhunt 2. C'est-à-dire qu'on était au balbutiement du motion control. Donc, on allait mimer, on allait vraiment endosser le rôle du tueur en mimant ses gestes pour donner la mort à autrui. C'est vraiment sans concession. Hein. Et c'est vrai que tu te retrouves dans le salon à faire des gestes d'étranglement ou d'asphyxie avec un sac sur la tête. Tu dis, putain, mais je suis en train de faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Le jeu vidéo a aussi quelque part cette force immersive qui peut amener, dans certains cas, une immersion assez incroyable émotionnellement, positivement, entre guillemets, mais aussi dans une remise en question. Et je fais un petit parallèle avec un Call of Duty Modern Warfare 2, où on joue un soldat, si je dis pas un soldat irakien ou afghan, dans un aéroport, et il faut canarder tous les civils dans l'aéroport. Et cette scène est passable, c'est-à-dire que tu peux refuser de la faire. Okay. Les développeurs avaient laissé le choix. Mais quand tu prends la manette en main, tu vois bien qu'il y a une différence, on évoquait déjà dans les épisodes précédents ensemble, qu'il y a une différence de la passivité de regarder un film ou d'écouter de la musique et la force active de l'imaginaire et de l'action que tu peux avoir dans la littérature et dans le jeu vidéo. Il y a vraiment un monde. Et d'ailleurs, on en parlera dans un autre épisode sur les fameuses addictions. Et c'est vraiment une des pierres angulaires. C'est pas la seule, mais c'est une des pierres angulaires. C'est que le jeu s'immisce en fait dans le réel et te demande de prendre part à l'action à travers le réel vers le monde digital. Et Manhunt, pour être tout à fait honnête, à plusieurs fois, tu te dis putain, c'est quand même compliqué. Je me souviens scier une tête, je me souviens égorger un mec. Ça m'a vraiment marqué en tant que joueur parce qu'on n'avait jamais fait un truc pareil, quoi. Okay. Mais à côté de ça, la narration est extrêmement intéressante. Après, c'est pas un jeu à conseiller parce que c'est vraiment un jeu violent. Il faut quand même être un peu accroché. Mais pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, les films Z, tout ce qui touche autour des tueurs en série, type Seven, type le Silence des agneaux, ce genre de choses, c'est un jeu qui est intéressant. Il a quelque chose à raconter. Voilà, Gilles. Ok. Je voulais mettre quelques petites images. Tu peux continuer peut-être sur Manhunt. Comme ça, je vais mettre quelques petites images pour illustrer tes propos. Donc, on se trouve apparemment dans je crois que c'est dans une prison, c'est ça? Ouais, on est dans un asile. Se trouve dans un asile, dans des voilà. Dans des sortes de geôles. Ouais. Et en fait, tu t'échappes de cet asile. Alors, c'est assez dégueu d'ailleurs quand tu vois les mecs te pissent dessus, là, tu le vois en direct. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un mec qui te chie dans la main, il te le balance à travers la cage. En fait, t'es vraiment dans le sale, t'es vraiment, en fait, dans la dure réalité. C'est-à-dire que Rockstar n'édulcore absolument pas la réalité de certains endroits d'Amérique.
où on est vraiment dans les tréfonds du sale, en fait. C'est quoi l'objectif de ce jeu, en fait? Ah ben, l'objectif est sortir de la relativement prison, simple. ouais. Alors, ça, c'est le début. Tu sors de la prison, mais globalement, tu essayes de fuir, parce que la police est à tes trousses, c'est manhunt, c'est une chasse à l'homme. Et en fait, en fuyant, tu as ton goût au meurtre en tant que tueur en série qui revient. Et donc, du coup, les gens que tu croises vont être tes futures victimes ou pas, et en essayant de fuir. Et au fur et à mesure que tu fuis, tu découvres en fait la personnalité de qui est ce tueur, de qui il est, cette personnalité très intéressante. Je me souviens de la fin, je vais pas la spoiler pour ceux qui auraient envie de s'y aventurer, mais il y a 2 fins de mémoire, il y a 2 fins possibles en fonction de ce que vous allez faire dans le jeu. Et voilà, c'est vraiment pas les bisounours, pas du tout. Mais ça en fait un jeu unique parce que c'est quand même très 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 rare que le jeu vidéo va verser ce genre de sentier. Hein. C'est très très rare. Je pense qu'il n'y a pas plus de 5 ou 10 jeux qui ont été aussi loin. Vraiment. Donc le jeu vidéo n'est pas c'est pas un média violent. Hein. On en parlera dans une émission et pas du tout. En fait, les jeux de ce calibre-là représentent moins d'1% en fait de ce qui sort tous les ans. Hein. Voilà. Très particulier donc comme jeu, ouais. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas été mis, il a été interdit dans certains pays, mais il était aussi dans les pays autorisés, pas mis dans les grandes surfaces, par exemple. Il était dans les boutiques spécialisées. Il y a eu une certaine volonté de vendre le jeu à un public averti. Très clairement. Voilà. Pour le deuxième jeu, je voulais parler de quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé dans le jeu indépendant et dans le jeu, le mood game, comme je vous disais, les jeux d'ambiance. C'est ce qu'on appelle le serious gaming. Le serious gaming, c'est, alors en français, c'est le jeu sérieux. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une tendance à tout transformer en anglais. Et le jeu sérieux va être plein de choses, c'est-à-dire que va être des jeux notamment sur la maladie, par exemple. Il y a eu un jeu Covid, hein, par exemple. Il y a eu un jeu qui est sorti il y a quelques années sur les fameuses pestes. Comment se répand la peste dans le monde. Il y a des jeux éducatifs aussi. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs éducatifs. Il y a des jeux du code de la route. Et ça reste quand même une offre assez conséquente et de plus en plus conséquente dans le jeu vidéo. Et elle est liée aussi au handicap physique. Il y a beaucoup de handicapés qui aiment jouer aux jeux vidéo, mais qui jusque-là avaient des difficultés parce que les manettes sont pas toujours propices à pouvoir être utilisées avec des mains de paraplégiques, par exemple. Et donc du coup, les constructeurs ont fait d'énormes progrès, des énormes efforts. Et c'est pas fini, mais ils continuent à essayer de s'améliorer pour que les gens puissent jouer. Et donc du coup, tu as des jeux sur l'autisme, tu as vraiment tout type de jeux dans le serious gaming. Et il y en a un, par exemple, que j'avais envie de mentionner, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques années. C'est une histoire assez tristoune. Hein. Globalement, ça s'appelle That Dragon Cancer, ce dragon qu'est le cancer. Et en fait, donc c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un père de famille avec sa mère, si je dis pas de bêtises, et leur enfant. Et ils vont perdre leur enfant en fait très très tôt, au bout de 3 ans ou 4 ans de mémoire. Et en fait, lui, le père, décide de faire un jeu. Et en fait, il décide de faire un jeu en fait sur ce qu'ils ont vécu, les 3 premières et dernières années de la vie de leur enfant. Et en fait, tu sais pas vraiment où ça t'amène. Hein. Tu as le titre, bien évidemment, mais c'est amené très 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 subtilement. On est un petit peu dans quelque chose. C'est encore plus contextuel que The Last Day of June dans l'esthétique, mais ça avait reçu des critiques très très fortes parce que forcément ça trouvait écho auprès des gens qui sont en phase terminale, mais ça traitait aussi forcément le sujet du deuil. J'imagine, hein, ça doit être absolument terrible. En fait, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour dire tu perds ton enfant à 3 ans. Je pense que ça doit être quelque chose voilà, c'est un puits sans fond. Et le jeu amène ça de façon assez remarquable en fait. Vraiment, on n'est pas on est dans une délicatesse, dans une forme de poésie qui amène à réfléchir sur la condition d'un couple en fait en phase de détresse, sur le fait que les gens autour ne comprennent pas. En fait, il y a vraiment un reclus sur soi-même, sur l'information, sur qui on est, sur cette volonté de vouloir battre l'impossible, que la vie en fait
on décide pas en fait de la mort. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une certaine forme d'acceptation il faut pas aussi avoir peur de la mort. En tout cas, moi, c'est comment je l'ai ressenti. Et chacun va le ressentir différemment. Et ce jeu a vraiment ce ressenti. Voilà, tu vois, on l'a dans l'image que tu montres. Tu joues avec le petit. Tu vois, regarde, il y a une reproduction graphique qui est très, très conceptuelle. Et je trouve que ça donne beaucoup de pudeur, en fait, à ce qu'ils ont vécu tout au long. Voilà, c'est une expérience pas très très longue, hein, ça doit durer, je sais pas combien de temps ça dure, tu vois, il y a le passage avec le chien et tout. Franchement, c'est vraiment très touchant. Et ce qui est encore plus fort, c'est que le jeu a reçu énormément de prix, mais le créateur n'a pas, en fait, il n'y a pas eu de promotion, en fait, tu vois, il s'en est pas servi pour faire une promotion. Tu vois bien que c'est un message d'adieu, un message d'espoir, un message d'amour qu'ils font à leur enfant, en fait. Et ça, c'est vraiment fort parce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu ne retrouves que dans le jeu vidéo, au final. Cette part en fait, tu te retrouves avec eux, quoi. Tu te retrouves avec eux, littéralement. Et ça n'a pas besoin d'être réaliste pour que ce soit immersif. On en parlera aussi ultérieurement. C'est pas l'esthétique qui fait le côté immersif. C'est la façon dont c'est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires personnelles, en fait, chez les créateurs de jeux vidéo. Hein. Ouais. Oui, il y en a beaucoup parce que vu que le média n'est pas encore, il est presque, hein, mais je veux dire, il y a une très grosse scène indépendante qui a quand même un peu de budget, qui commence à avoir un peu plus de moyens, les choses s'améliorent ces dernières années. Et donc, du coup, les mecs se disent, bah voilà, on y va, quoi. Je veux dire, on va raconter les histoires qu'on a envie. Et souvent, la plupart, ce sont des gens qui sont un petit peu lassés de la télévision, du cinéma. Ils ont envie de raconter autre chose. Et forcément, les histoires personnelles, c'est des histoires fortes. C'est quoi le but du jeu, là? Tu joues comment à ce... Alors, comment dirais-je? Ce que je veux dire, tu prends part à des scènes de vie. Un petit peu comme un livre narratif, tu sais, un livre interactif. Tu prends part à l'action dans des scènes, tu vois, tu fais jouer le bébé, après tu joues la mère, tu le berces. Il y a un passage, voilà, sur cette barque où c'est le père qui rame. C'est très, il y a un côté poétique, il y a un côté perdu dans les limbes de l'imaginaire des parents qui sont en train de vivre ce truc. Et en fait, tu prends part à des scènes. C'est ça qui est assez dingue. Je dirais que tu es dans une sorte de livre interactif, en fait. Mais jeux vidéo dit interactivité. Tu vois, on est à la frontière entre les deux, entre le livre et le livre interactif. Ok. C'est ça qui est assez fort. Alors, ouais, c'est très original, tu vois. On fait un grand écart entre Manon 2 et Dragon Cancer. C'est un grand écart, ouais. Ah, c'est le grand écart, c'est clair. Mais c'était le but, en fait, de vous trouver ces 20 jeux sur ces 2 épisodes spéciaux. Ouais. C'était de vous faire un petit peu des grands écarts comme ça aussi, pour montrer la diversité, en fait, des œuvres. Et bien évidemment, je m'excuse d'avance, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais t'as pas parlé de celui-ci, machin, mais bon, on fait comme on peut, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Non, exactement. Ensuite, il y a un autre jeu que je voulais aborder, qui s'appelle Brothers, A Tales of Two Sons. Donc c'est frère, le conte de deux fils. Voilà, le conte, le récit de deux fils en français. C'est un jeu qui est assez fascinant, qui a été fait par un tout petit studio et qui a été fait par un ancien réalisateur de films qui lui était lassé de ce qu'il trouvait en fait dans le média cinéma. C'est globalement souvent les mêmes histoires et tout ça. Et donc du coup, lui, il avait envie d'aller explorer le jeu vidéo. Donc c'est son premier jeu. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il va il va réaliser un coup de génie avec ce jeu. Ça a été distribué par 505 et Starbreeze. Donc on est entre les deux. C'est un indépendant dans sa création, mais il est quand même soutenu par 505, qui est quand même un publisher qui est quand même assez costaud. Hein. Mais c'est un publisher qui a cru alors au créateur, à l'équipe derrière, qui a dit OK, on y va, on va vous aider à financer ça parce que c'est vraiment très très intéressant. Alors, on est dans un univers, je dirais, un petit peu médiéval, fantasy, un petit peu conte de fées, avec des ogres, des lutins. Et on joue du coup ces deux frangins. Et c'est tout le truc très très fort du jeu. Globalement,
le papa, donc c'est un conte, hein, le papa se fait mordre par un serpent, il est empoisonné, et globalement, la personne, la prêtresse qui s'occupe du père, va demander à ses fils d'aller chercher un remède pour soigner le père. Et donc, mais malheureusement, ce remède n'est pas si facile d'accès, il se retrouve au fin fond d'une forêt de tel endroit. Donc, pour te donner une idée. Donc globalement, on est précipité on est poussé par l'émotion du risque de décès du père. Pour aller trouver ces remèdes. Et en fait, le jeu, donc une manette, Gilles, tu as 2 joysticks sur une manette. Dans la plupart des cas, le joystick gauche est utilisé pour se déplacer. Le joystick droite est utilisé pour la caméra. C'est pour déplacer la caméra pour mieux regarder. Sauf que, comme vous le voyez dans Brother Tales to Son, c'est une caméra qui est un petit peu au-dessus. Et donc, du coup, les créateurs n'ont pas spécialement besoin de déplacer la caméra parce que tu as une vue un petit peu de dessus, donc tu vois correctement. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, et c'est vraiment la force du truc, c'est que chacun des frères est représenté par les 2 joysticks. D'accord, donc c'est le droit en fait le grand frère c'est le gauche et le petit frère c'est le droit. Le frère c'est le droit. Et les boutons à droite sont au petit frère et les boutons à gauche sont au grand frère. Donc ça demande une coordination en fait, c'est ça. Exactement, c'est vraiment un jeu de coordination entre les deux pour résoudre des énigmes. Là, tu en vois certaines. Il y en a un qui, donc avec le joystick, tu es en train de faire tourner le petit là sur la machine pour que ça baisse le pont. Avec le joystick, tu vas chercher le mouton. Donc en fait, tu crées pendant les 4 heures de jeu, donc c'est pas un jeu très long, mais et c'est très bien pensé parce que trop long, ce serait très difficile. Mais pendant les 4 heures de jeu, en fait, ta progression d'adaptation à jouer les 2 frères de cette façon-là, en fait, est exponentielle. Et tu te vois à maîtriser de façon assez extraordinaire cette relation entre les deux frères quand tu arrives à la fin de l'aventure. Et bon, je vais spoiler pour le coup, parce que bon, le jeu est sorti il y a quand même presque 10 ans maintenant. Donc bon. Ah ok, ça a 10 ans, d'accord. Ça a 10 ans, ouais. Elle est sortie il y a 10 ans à peu près, je crois que c'était 2010 ou 2011. Donc bon, il y a prescription à 10 ans quand même. Ce qui est le point extraordinaire de Brother, c'est qu'une fois que tu as trouvé ce remède, malheureusement, sur le chemin du retour, l'un des 2 frères meurt. Oh merde. Et alors, c'est un avatar, bien évidemment, c'est digital, mais tu es touché physiquement par sa disparition parce que pendant 4 heures, tu as joué la fratrie des 2 frères avec la manette. Mais tu vois, malheureusement, je suis obligé de le dire pour expliquer que le jeu brise en fait le digital et le réel. Le brise réellement. Et je me souviens que quand il disparaît, quand le frère meurt, t'es là, tu te dis, putain, mais on m'a enlevé quelque chose. La sensation que quelque chose t'a été enlevé est vraiment très forte. Et le jeu est ultra bien écrit. Dans sa narration, on n'est pas dans des dialogues réalistes, on n'est pas du tout là-dedans, on est toujours dans de la subtilité d'émotion entre les 2 frères, les actions, tout ce qu'ils vont subir ensemble, la difficulté. C'est un jeu à énigmes, hein, essentiellement, on avance dans des énigmes pour passer d'un monde à un autre, et on est toujours dans cette entraide. Et le jeu reflète vraiment la fratrie entre 2 frangins. Et c'est vraiment Joseph Fares, donc le créateur, a réexploré cette mécanique de jeu dans ses autres productions derrière. Il l'a fait avec The Way Out aussi, qui est un jeu où tu t'évades de prison. C'est 2 gars qui s'évadent de prison. En fait, tu ne peux jouer qu'à 2. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait se faire le jeu, toi et moi. Toi, tu joues un frangin, moi, je joue l'autre. Et on s'enfuit, type Prison Break. Mais tout le jeu est basé sur cet échange entre les 2. Je te dirais que l'expérience est moyennement réussie. Alors, on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Et le 3e qui vient de sortir, qui s'appelle It Takes Two, qui vient de sortir, et lui est une franche réussite aussi, pour le coup, qui est un jeu beaucoup plus sympa, où en fait, tu joues toujours à 2, toujours dans une idée de coopérer ensemble, de briser les chaînes qu'il y a entre nous. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas une volonté
de briser l'idée que le jeu est une expérience solo, que le jeu vidéo est quelque chose d'impalpable. Et Joseph Fares, je trouve, se débrouille assez bien. Et son premier coup d'éclat, qui est Brother Tales of Two Sons, est vraiment un jeu à faire. Et c'est vraiment une expérience absolument incroyable que je ne peux conseiller que conseiller. C'est un jeu qui vaut pas grand chose non plus maintenant, parce que je pense qu'il y a eu des remises de prix dessus. Je pense que c'est un jeu qui vaut 10 euros, quoi. Okay. Mais voilà, c'est vraiment à faire. Donc on n'est pas dans du politique, on n'est pas là-dedans, mais on est dans cette volonté de raconter, encore une fois, le deuil, la fratrie, l'amour. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans certaines conditions. Voilà, c'est une très très belle histoire. Moi, je disais, t'as un gamin de 10 ans, tu joues à ça parce que c'est délicat. On n'est pas c'est pas dans la vulgarité, on n'est pas dans l'ostentatoire, on est dans quelque chose de doux et poétique. Il n'y a pas de violence. Non, pas du tout. C'est justement, c'est quelque chose de voilà. Puis comme tu as montré sur certaines images, on voit bien que c'est quelque chose d'un peu mignon. Ça fait penser au Hobbit. En tout cas, moi, mon feeling, le livre, le Hobbit de Tolkien. Compliqué. Rime, voilà, Rime, c'est un jeu assez fantastique c'est un studio espagnol. C'est sorti en 2016-2017 sur les consoles actuelles. Ouais. Et tu joues ce personnage, c'est une œuvre d'art. Hein, ça fait penser au Petit Prince, par exemple. Okay. Ça fait penser, y a un côté assez onirique de ce personnage bloqué dans une île. Et donc du coup, tu as un côté très aventure avec des mécaniques, avec des animaux, l'environnement. Tu sais pas trop pourquoi tu es là. C'est ça qui est assez drôle. Tu as une sorte de renard hein, qui est toujours avec toi aussi, qui te permet de te montrer certaines choses, qui va être un petit peu le fil de cette aventure. Et tu es vraiment dans une certaine forme de transition, pareil, de la mort. Voilà, c'est un jeu, comme tu vois, qui a vraiment une patte artistique, ce côté un petit peu peinture que tu retrouves chez certains dessinateurs. Et puis voilà, tu as échoué sur cette plage et tu te réveilles. Okay. C'est vraiment très chouette. Et du coup, en fait, toute l'aventure va tourner autour de ce jeune garçon qui essaye d'avancer en fait dans les découvertes de cette île. Il ne sait pas du tout pourquoi il est là. Ouais. Et il se rend compte que voilà, il y a des sortes de labyrinthes, des sphères, des mécaniques qui lui permettent de continuer à avancer. Et en fait, le jeu c'est en tout cas mon interprétation, est une forme de purgatoire. C'est une forme de purgatoire. C'est un lien entre la vie et la mort, quelque chose entre les deux. Et tu te prêtes à imaginer assez facilement que on pourrait imaginer potentiellement qu'il y ait quelque chose un petit peu dans cet état d'esprit, c'est quelque chose de très nature, avec il y a ce côté un petit peu vieille civilisation qui est là. Et voilà, moi en fait c'est le sentiment que tu en as. Et le jeu reste très très pudique jusqu'à la fin, où tu vois dans les crédits du jeu, où tu vois bien qu'effectivement, en fait, que le garçon est mort. Hein. Le garçon est mort, et t'as vraiment tu te rends compte de ça, en fait. Le jeu brise encore ce mur, et t'as trompé, de façon très intelligente, t'as trompé réellement sur ce que pouvait être le jeu. Parce que moi, quand je te dis ça, c'est parce que j'ai une analyse, parce que là, je l'ai fait. Mais la première fois que tu as la manette en main, tu n'as pas vraiment d'idée que c'est un purgatoire. Tu le devines, tu le pressens. Mais il le fait vraiment très très bien. Et j'ai eu l'impression vraiment d'être... c'est une œuvre, hein. C'est vraiment une œuvre magistrale, Rime. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Les musiques sont absolument fantastiques. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on parle des musiques, parce que je sais que tu as des amoureux de la musique. Mais tous les jeux, globalement, que j'ai cités ont vraiment des compositions musicales, hormis Manon 2, hein, pour le coup, mais des compositions musicales vraiment, vraiment assez exceptionnelles dans leur volonté de créer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Il y a Kelarius qui nous dit c'est un petit air de Zelda. Bien sûr, c'est vrai. Il y a un beau clin d'œil à The Legend of Zelda, c'est indéniable. On sent que les créateurs se sont aussi un petit peu inspirés. En même temps, beaucoup s'inspirent de Zelda, forcément, parce que c'est un jeu qui est marquant, c'est un jeu fort. Donc forcément, le jeu a ça, à ce truc-là.
En parlant de Zelda, je respecte pas, comme avec Manon, je respecte pas forcément parce que définir l'indépendant, on va pas le ramener uniquement au budget ou au fait d'être seul. D'être indépendant, ça peut être aussi une équipe qui a des budgets, mais qui est créatif et qui se met aucune limite éditoriale. Dans ce que peut être la création indépendante. D'ailleurs, c'était le cas de Manhunt, et je vais prendre l'exemple d'un jeu, The Legend of Zelda, un épisode très particulier, qui est sorti en l'an 2000, qui est sorti 2 ans après le fameux Zelda Ocarina of Time. Ce jeu-là s'appelle The Legend of Zelda Majora's Mask. Et en fait, le jeu raconte quelque chose de extraordinaire. Alors, il y a eu un petit budget, très très peu de temps de dev, on parle de 2 ans, c'est une équipe de 15 personnes. C'était il y a 20 ans maintenant, donc forcément, ce n'est pas les mêmes équipes que maintenant. C'était la première fois où Eiji Aonuma, donc l'un des créateurs de la saga, se retrouvait seul à faire son premier Zelda, parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario et Zelda, c'est lui qui crée toujours les épisodes canoniques de la franchise. Et pour la première fois, avec Majora's Mask, il va léguer créativement et en termes de production à Eiji Aonuma. Et donc, du coup, on sent un vent de fraîcheur, forcément, on sent une émancipation créative. Et là, pour le coup, il va partir dans quelque chose, mais de totalement, comment dirais-je, alambiqué, complètement barré. Quelque chose qui est, comment dirais-je, si étrange que d'ailleurs aucun autre jeu ne ressemble à celui-ci. Donc on est Link avec Epona, son cheval, on se retrouve dans ces bois perdus et on tombe sur ce mec avec ce masque étrange qui est Skull Kid. Et globalement, il nous joue un tour, on se transforme en une sorte de bestiole qui s'appelle un Deku, et tu te retrouves en fait à faire partie du peuple des arbres. Bon. Et tu vas rencontrer un mec qui est un vendeur de masques. Et en fait, chaque masque a des pouvoirs différents. Et donc, du coup, tu vas pouvoir changer d'apparence en fonction des masques. Ça qui est, qui est assez original dans le jeu, mais c'est pas le point le plus intéressant. Le point le plus intéressant, c'est que le jeu est lié à l'idée centrale que tu as 3 jours dans le jeu, 3 jours, pour sauver le monde de Termina. Donc, c'est le monde dans lequel vous êtes. Parce qu'au bout de 3 jours, la lune qui est au-dessus du ciel va s'écraser. Et donc, du coup, tout le monde meurt. Et ce que tu as comme capacité, c'est que tu as un ocarina que tu récupères et qui te permet de remonter dans le temps les 3 jours. Et donc, du coup, ce qui est assez exceptionnel comme sensation, c'est que quand tu joues dans le jeu, tu rencontres des personnages qui te parlent. Et puis le premier jour, ils ont un comportement, le deuxième, ils sont forcément plus stressés, le troisième, ils sont terrifiés parce que la lune forcément se rapproche et ils ont peur de mourir. Et beaucoup d'entre eux te demandent de les aider, ce qu'on appelle forcément des quêtes. Et toi, tu vas avoir en tant que joueur cette capacité de pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir les aider. Donc, ce qui est assez génial, je te donne un exemple, un truc qui m'a marqué, en plus ça me parle un petit peu parce que c'est assez drôle. Tu vas le soir du 2e jour dans la ferme, la ferme, et tu as le fermier qui est désespéré parce que ses vaches ont disparu. Il n'y a plus ses vaches, il est totalement désespéré, il dit mais comment je vais faire sans mes vaches, c'est toute ma vie, mon champ, tout ça, c'est ma vie. Et en fait, toi, tu te rends compte, lui, il le sait pas, mais tu te rends compte que quand tu te balades, qu'à 4h30 à peu près du matin dans le jeu, tu as une soucoupe volante qui vient kidnapper les vaches. Donc, c'est marrant parce que tu as un petit clin d'œil à ce qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis avec des faits divers. Et ce qui est drôle dans le jeu, c'est que quand tu remontes dans le temps, avant même que lui te dise à 4h, j'ai mes vaches qui disparaissent, toi tu sais déjà en fait que les vaches disparaissent et que tu sais que les ovnis vont les enlever à 4h30. Donc en fait, il faut que tu trouves une solution pour éviter qu'à 4h30 les ovnis les enlèvent. Et tu as comme ça une trentaine de quêtes de 30 personnages. Et tout le but, alors bien évidemment, c'est de sauver Termina de cette lune. Donc tu as une quête centrale qui est toute somme basique. Hein. Il faut aller détruire les 4 monstres, les 4 grands monstres, récupérer les 4 grandes pierres pour pouvoir récupérer un pouvoir nécessaire
pour repousser la Lune. Bon, ça, c'est le standard. Mais dans l'histoire annexe, ce qu'on appelle les fameux quêtes annexes, tu as cette trentaine de quêtes liées à chacun des personnages. Donc, une maman enceinte, une femme qui se fait cambrioler à telle heure, des enfants qui sont totalement perdus, t'as un chien qui essaie de retrouver son maître, t'as un mec qui est aveugle, t'as énormément d'histoires humaines totalement différentes qui ont besoin d'être aidées. Et ce qui est juste génial, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu réussis une de ces quêtes, qui sont assez ardues pour certaines, en fait, ça te permet, quand tu finis le jeu, de voir les crédits. Tu sais, par exemple, dans le cinéma, il y a que Marvel qui s'est permis de faire quelque chose post-crédit. Tout le reste du cinéma ne fait rien, en fait, c'est un fond noir. Dans le jeu vidéo, exactement. Dans le jeu vidéo, le truc que fait Marvel, ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, Marvel s'est inspiré de ce que fait le jeu vidéo pour ça. Le jeu vidéo n'a pas de code, en fait, s'en fiche un peu des codes préédités par le cinéma. Pour eux, les crédits, tu mets les noms, mais après, tu peux faire ce que tu veux. Et dans Majora's, par exemple, il y a un truc qui est très drôle, c'est que quand tu finis le jeu, mais si tu n'as pas fait toutes les 30 quêtes, par exemple, tu as un crédit avec une petite cinématique de fin, et tu as un rouleau noir avec des noms. Et en fait, plus tu vas faire de quêtes, plus tu as des morceaux d'histoire qui apparaissent comme un puzzle dans ce générique de fin. Et quand tu as tout fait, ça te raconte une histoire assez cool qui se termine sur le mariage de deux personnes, en fait, qui sont des amours perdus, qui est dans le jeu, en fait. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, ce truc d'amour perdu où le garçon est éperdument amoureux de sa promise, mais il sait pas où elle a été enlevée. Puis après, toi, tu sais où elle est, mais tu sais pas comment pouvoir l'aider parce que lui, il est plus là le deuxième jour. Donc, en fait, il y a tout un truc d'investigation avec un journal de notes. Et le jeu le fait extraordinairement bien. Alors, c'est pas forcément un jeu indépendant, c'est un peu entre les deux, parce qu'on est quand même sur un petit budget, on est sur quelque chose de totalement créativement à l'opposé de ce qui se fait de façon générale. Et je trouve qu'il y a un message extraordinaire, c'est, tu sais, l'aide à autrui. Et c'est vrai que, essaye de me citer un seul film, ces 10 dernières années, qui transpire l'aide à autrui. Ou même un roman récent. Je me suis posé la question, et en fait, pas vraiment. On est toujours dans une certaine forme d'amour hollywoodienne, on est toujours dans une certaine forme de vision de l'amitié ou de l'entraide, mais on n'est jamais dans l'action, on n'est jamais dans le réel. En tout cas, le divertissement, c'est pas très bien le faire. Et je trouve que ce Zelda, The Legend of Zelda Majora's Mask, quand t'as fini le jeu, t'es tellement satisfait. Il y a vraiment une satisfaction extrêmement forte d'avoir compilé et d'avoir aidé tout le monde. Il y a vraiment un truc incroyable. En tout cas, voilà, moi, ça m'a beaucoup marqué pour ce Zelda. On va passer à un autre jeu. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un jeu de guerre. La plupart du temps, quand tu sais, Gilles, on voit des films de guerre. Alors, tu vois, je sais pas si tu en as regardé, hein, j'imagine. On va avoir le soldat Ryan. J'apprécie pas spécialement, c'est pas trop mon truc. Il y a la ligne rouge que j'ai trouvé chouette. Je sais pas si tu as vu. Il y a Tu ne mourras point, qui est sorti il y a pas très longtemps avec ce soldat végétarien qui est joué par Andrew Garfield, magnifique. qui est vraiment un très très beau film. Il y a eu 1917 aussi ou 12, je sais plus, je me souviens plus du titre exact, mais vous me direz dans les commentaires, qui est apparemment très bon. Je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je mange un peu le titre. Mais globalement, les films de guerre hollywoodiens, c'est américain, du point de vue des Américains, extrêmement patriotique, à tort ou à raison, peu importe, mais c'est toujours la même forme de narration. C'était peut-être sympa il y a 10 ans, maintenant c'est vrai que c'est toujours la même chose. Bon, ils essayent de faire un petit peu différent, mais c'est toujours différent. Et le jeu que je vais vous parler, dans le jeu vidéo, c'est globalement un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on a les Call of Duty, les Medal of Honor, les Battlefield, qui sont des jeux de guerre, hein, entre la guerre du Vietnam, les guerres de l'Afghanistan, de l'Irak, les guerres d'Algérie, et j'en passe. C'est globalement toujours un prétexte à dézinguer tout le monde, littéralement tout le monde. Et le jeu que je vais vous parler, ça s'appelle War of Mine.
c'est un petit peu notre guerre, ma guerre. Quand tu as fait le jeu, tu te dirais que c'est plutôt notre guerre. Mais c'est assez triste parce que c'est le premier jeu où tu vas jouer en fait les civils. Comment les civils appréhendent, subissent en fait la guerre. Et c'était absolument triste au possible. C'est rempli de sacrifices humains, moral et physique. Hein. On n'est jamais dans la boucherie et compagnie, mais le jeu ne s'émancipe pas de violence et ce genre de choses. Hein. Mais il a vraiment ce truc des civils. Comment les civils vivent le truc, comment ils s'en sortent pour essayer de quitter une ville pour aller dans une autre, essayer de trouver là où ils vont pouvoir être en sécurité. Voilà, tu vois l'ambiance, on est dans ce qu'on appelle un side-scroll, donc c'est un jeu de profil. Ok. Il y a eu des ça merveilles. Défile en fait, d'accord. Okay. Ouais, il y a eu des merveilles de jeux qui ont été faits dans ce genre-là. Ouais. Et les dialogues sont vraiment top, vraiment très très bons, c'est très bien écrit. Chaque personnage que tu rencontres en fait a vraiment une vie, une âme. T'es vraiment emmerdé pour qui il est, de ce qu'il a besoin. C'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué. Tu vois dans la scène, il y a des fois où tu es obligé de faire des choix qui sont assez hardcore. Parce que il faut survivre. Mine de rien, il faut quand même survivre. La guerre, c'est la guerre, et le jeu ne fuit pas du tout cette réalité-là et montre ce que vivent les civils. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler parce que c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant parce que quand tu regardes les infos, on parle pas des civils en fait. On n'en parle jamais. Je te donne un exemple. Joe Biden, au bout de 40 jours, 26 jours, voilà, c'est une petite attaque perso, mais bon, c'est pas très grave, décide de réattaquer la Syrie et de bombarder. Les journaux vont faire une news sur le bombardement, mais on ne sait absolument pas, en tout cas dans ces grands médias, sauf quand tu t'informes, qui a été touché. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas savoir. Parce que si demain tu apprends que ce sont des écoles avec des gamins ou des femmes ou même des hommes civils, en fait, le monde ne veut pas savoir. Le monde ne veut pas savoir. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu War of Mine, c'est que tu veux pas savoir, tu vas quand même savoir. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce côté-là, en tout cas dans le jeu. Et je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, de pouvoir montrer quelque chose dont tu ne sais que peu. Attention, tu parles du cinéma, tu vois, dans la littérature, il y a quand même eu des ouvrages assez fantastiques. Je pense notamment à Là-haut. Je mélange toujours avec le titre français. C'est Dupontel qui est dans le film, tu sais, sur les gueules cassées de la Grande Guerre. Ouais. Je sais pas si tu as vu, le film est pas mal, mais le livre, c'est un très grand bouquin, quoi. Très grand bouquin. Donc voilà, War of Mine, jeu très particulier, mais qui prend le parti de faire découvrir la guerre, du moins du point de vue des gens qui essaient de s'en sortir au milieu des bombardements. Très beau, très beau. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors, je vais choisir un autre jeu je suis obligé d'en parler parce que c'est ce qu'on appelle le Game of the Year 2020, donc le jeu de l'année. Ouais. Donc en fait, tu as dans le jeu vidéo, un petit peu comme les Oscars, c'est beaucoup moins politisé que les Oscars ou les Césars, hein, bien évidemment. Tu as des remises de prix dans différentes catégories. Tu vas avoir les jeux narration, la meilleure bande son, le meilleur esthétique, le meilleur gameplay, le jeu le plus fun, le jeu familial, l'expérience narrative. Bon, tu as des dizaines et des dizaines de catégories qui, chaque année, décernent des prix, soit au Game Award, soit au Pégase en France, cérémonie française, soit à DICE ou à GDC, qui sont des conventions américaines de développeurs. Et tout le monde, on va dire la grande presse, s'attendait effectivement à ce que The Last of Us Part 2, le très gros jeu de l'année 2020, gagne des prix. Il en a gagné beaucoup, attention. Hein. Il en a gagné beaucoup, il y a rien à dire. Mais c'est un autre jeu qui a pris, qui a tout gagné. Il s'appelle Hades. Hades comme le fameux dieu des enfers.
Donc, c'est un jeu par un tout petit studio indépendant. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'indépendant. Ils ont un talent absolument hors norme parce que c'est pas leur premier jeu. Et donc, du coup, ils ont une sensibilité artistiquement, ils savent où ils vont. C'est un petit peu en vue de dessus, un peu comme les Diablo. C'est un die and retry, c'est mort et recommence, mort et recommence. Globalement, le pitch, c'est simple. Tu es le fils d'Hadès, tu ne supportes pas le monde des ténèbres, et tu mets au défi tous les monstres et les dieux qui vivent dans les ténèbres de ton père, tu les mets au défi de quitter l'enfer pour aller vers le mont Olympe et aller rencontrer les autres dieux. Parce qu'en fait, dans la mythologie, que ce soit Zeus, Hadès et tout ça, Athéna, en fait, ils ont des liens historiques. Et le jeu raconte ça, mais de façon assez ultra bien foutue. Les dialogues, l'écriture, les voix, la musique, le design, le gameplay, le jeu est absolument. Si tu fais un contrôle technique du jeu, il est son, musique, dialogue, durée de vie, parfait. Et il rajoute quelque chose qui le rend unique, et tu dis, c'est pas possible. Comment je vais m'en sortir? Le jeu est d'une difficulté, c'est très dur. Pour te donner une idée, globalement, tu es dans les enfers, tu as le mont Olympe. Et sur la carte, il va falloir monter des étages. Tu vois, là, tu vois ton personnage monter des étages pour sortir. Sauf que tous tes étages sont remplis de monstres que tu vois là un petit peu partout, avec tout le folklore de la mythologie. Et en fait, tu meurs très vite. Mais en mourant, tu peux pas vraiment mourir. En fait, tu retournes dans le bain de sang originel. Donc, tu te retrouves face à ton père et ton père te méprise pour ce que tu es. Il te dit, tu devrais accepter ce que j'ai fait pour toi, l'offre du royaume et compagnie. Toi, tu ne penses qu'à sortir et aller t'amuser avec les dieux ivrognes comme Dionysos et compagnie. Tu ne penses qu'à ça, machin. Et toi, tu persévères, en fait. Et donc, du coup, ce que tu trouvais dur, petit à petit, devient facile. Parce qu'en fait, tous les combats que tu as avec les monstres, tu commences à les apprendre par cœur. Et comme une partition de musique, c'est ça qui est ouf, hein, comme une partition de musique, le jeu, il fait aller une dizaine d'heures, si tu veux le boucler. En ligne droite, hein. Tu vas pas mettre 10 heures, hein. Moi, je dois en avoir 80 à peu près. 80 parce que mais si tu devais le faire en ligne droite et que tu avais les compétences, c'est peut-être moins, je dirais 5 heures, j'exagère. Mais tu vas mettre beaucoup plus dedans vu que tu vas recommencer régulièrement chaque étape pour pouvoir progresser en fait dans les enfers jusqu'à la sortie des enfers. Et quand tu finis le jeu, tu te rends compte en fait que tu connais le jeu par cœur, comme une partition de musique. Tous les monstres que tu rencontres, tous les personnages que tu rencontres, tu connais par cœur. En fait, tu as appris, tu apprends. C'est un jeu où tu apprends une pattern comme une partition de musique. Comme quand tu te poses au piano, tu vois. L'autre jour, je me pose au piano, je regarde la partition, tu vois, à force de la faire, bon, bah, tu la connais. Là, tu vois, j'ai pris j'ai commencé la guitare, j'attaquais la guitare, j'ai dit, putain, ouais, à force, tu connais ta partition, tu vois. Tu connais ton solfège, tu connais tes notes. Hades, c'est pareil. En fait, c'est une partition de musique. Si tu connais, c'est une partition de musique. Et ça, ce que je trouve génial, c'est que tu as vu les images, on est tellement loin de Last of Us 2. Par exemple, tu mets Last of Us 2, fais-le tourner là en vrai, tu vas voir ce qui est les triple A qui mettent des millions dans le budget, en marketing, dans la technique, dans le réalisme, dans les acteurs, dans la voix. Globalement, tu vois Joel de The Last of Us 2, c'est un acteur, quoi. C'est un acteur. Ou tu vois Ellie, c'est un acteur. Donc, en fait, que ce petit jeu, à la barbe de tout le monde, ait gagné ces prix, je trouve que c'est encore inspirant pour cette industrie, parce que c'est une industrie quand même aujourd'hui. Tu sens qu'il y a encore une liberté à cette industrie. Ce qui est pas toujours le cas dans d'autres médias. Et donc, du coup, en plus, le jeu d'être très bon, d'avoir eu des prix, est un succès commercial absolu pour, tu vois, tu as vu les graphismes de Last of Us, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'hyperréalisme. Tu es dans un long métrage, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Là, tu vas voir, c'est Ellie, tu vois le visage, c'est de la motion capture, les textures que tu vois sur les doigts, les mains, Ouais. c'est des photos de peau.
tu sais, des photos de peau en très haute résolution qui sont après appliquées sur les modèles 3D. Là, tu vois, regarde les yeux, les sourcils et tout. Et que Hades gagne à la barre, tu vois, de ce genre de jeu, moi, ça me Ouais, fait parce que sourire. c'est à l'opposé. C'est C'est pas du tout le radicalement à même style. l'opposé. Ah ben oui. Ah ouais. Exactement. Donc là, on est dans un jeu vraiment très indépendant. Il y a d'autres jeux, je pensais à Edith Finch ou à Inside, et je vais parler d'Oxenfree. Oxenfree, qui est lui aussi un tout petit jeu, euh, un tout petit jeu qui est, pardon, excuse-moi, tout petit jeu où tu joues une petite bande de jeunes qui décident de se rendre sur une île avec un ferry. Donc c'est pas une île, c'est une île village, comme tu peux le voir au Canada, comme tu peux le voir par exemple au New Jersey américain, ou la côte est. C'est ce genre de petits villages qui sont sur des îles où tu y vas en ferry. Et donc voilà, ils vont passer une soirée, ils doivent rejoindre d'autres jeunes qui sont sur la plage. Voilà, ils font une petite partie entre eux. Bon, toute l'originalité d'Oxenfree, c'est déjà le rendu esthétique qui a un côté très aquarelle, peinture aquarelle, qui est assez original, formidable. La direction artistique est fantastique. Et tu joues cette nana, je crois que c'est Alex, et en fait, ils se retrouvent au bord de cette plage, alors ils s'ouvrent une bière, tu vois, c'est les jeunes. L'autre, il dit, ouais, t'as une cigarette. Bon, t'as une cigarette. Ils discutent, puis il y en a un qui se froisse avec un autre. Et puis là, ce coup, t'as deux des jeunes qui vont avec, qui disent, ouais, tu te souviens, ici, il y a quelques années, parce que c'est un endroit où ils allaient régulièrement, tu te souviens des bruits étranges qu'il y avait dans la cave? Bon. Et dans la grotte, pardon. Et donc, du coup, ils y vont. Et au moment où ils trifouillent, ils ont une radio, un talkie-walkie. Et sur ce talkie-walkie, en fait, ils captent des sortes de fréquences étranges, bizarres, tu sais, avec des sons distordus et compagnie. Et ils se retrouvent projetés dans un autre espace-temps. Donc on est vraiment à la croisée des mondes entre, je dirais, Twin Peaks, X-Files, des romans de King, et c'est, en termes d'écriture de personnages, c'est au niveau de ces mastodontes. C'est vraiment au niveau de ces mastodontes. Les personnages sont extraordinairement bien écrits, sachant qu'en plus tu as beaucoup de choix de dialogue, et en plus on te demande un rythme de répondre assez vite. Hein. Qu'est-ce que tu penses par exemple, il dit, ouais, qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu crois pas que c'est une sombre conne, ou tu crois pas qu'elle est amoureuse de toi, donc tu te retrouves avec trois choix, et là tu as genre 3 secondes pour répondre. Donc il faut vraiment aller très très vite. C'est quelque chose qui essaye de s'approcher de comment nous on répondrait dans la normalité. Et le jeu fait ultra bien le job de cette partie-là, de cette narration qui est vraiment unique. Et ça, tu ne peux pas le retrouver ailleurs. Encore une fois, Oxenfree, c'est vraiment un truc incroyable. Et le fond du jeu, de se retrouver sur cette île un peu étrange, en plein milieu d'un livre de King, avec tous ces phénomènes un petit peu étranges, un peu paranormaux qui se passent, avec ces boucles de temps en permanence, où tu vois tes collègues mourir, et puis au final, ils sont pas morts. Tu te dis, il y a une certaine forme de folie qui ressort de cette aventure. Ça dure 4 heures, à peu près. Aujourd'hui, c'est sous-titré en français, parce que forcément, petit jeu indépendant, donc il n'y a pas toujours toutes les langues. Malheureusement, on sait que la localisation coûte assez cher. Mais aujourd'hui, c'est sous-titré dans quasiment toutes les langues. C'est parlé en anglais, mais entièrement sous-titré en français. Et c'est vraiment à faire. Je vous parle pas trop du twist final, parce que le jeu est relativement récent, et sa suite vient d'être annoncée il y a cela une semaine, une petite dizaine de jours. Et perso, je me réjouis, parce que ce jeu, je l'ai fait avec ma Nintendo Switch, avec mes écouteurs, au fond de mon lit, tu vois, le soir. Je l'ai fait en 4 soirs, une petite heure, tu vois. Tu te rends compte dans ce livre un peu interactif, et c'est ultra bien écrit. Ça vaut pareil, ça vaut pas très cher, hein, on est à moins de 9 euros. Et c'est une super expérience de jeu. Et dedans, bien évidemment, on traite aussi l'acceptation de l'adolescence, qui est une partie, personne, tout le monde en conviendra que c'est une partie très 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 compliquée, émotionnellement, amoureusement, de s'imposer à l'autre, d'essayer d'exister. Et tout le jeu, en fait, tous les personnages que tu rencontres, tu te dis, putain, c'est des gens
j'ai rencontré ce genre de personnalité, en fait. J'ai rencontré ce genre de gens. Et forcément, chacun va avoir des souvenirs liés à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc particulier qu'on retrouve dans Oxenfree. Salut Nicolas, salut les amis. Merci Gilles, merci à vous tous. À la semaine prochaine.